Dans cette formation Excel, nous poursuivons la réalisation de l'application VBA pour évaluer les candidats grâce à des QCM archivés dans une base de données externe. Nous reprenons donc les travaux réalisés lors des 3 premières formations, là où nous les avions laissés. Vous constatez les petites animations attirant l'attention du candidat sur le formulaire d'identification. Un clic sur le lien jamais inscrit rendu disponible permet de basculer sur le formulaire d'inscription. Des événements gèrent les entrées et sorties dans les zones de texte pour guider le candidat dans la saisie des informations. Une fois tous les éléments tapés, un clic sur le bouton Valider permet d'inscrire le candidat en base de données. Et cette base de données, précisément, est elle aussi, bien entendu, proposée au téléchargement depuis le site bombage.fr, si bien que nous la retrouvons à la racine du dossier de décompression avec le classeur. Lorsque nous l'ouvrons, nous constatons dans le volet des objets Access l'ensemble des éléments présents, toutes les tables de tous les questionnaires, mais aussi la présence de la table MSI inscrit, celle de l'inscription, celle qu'il va falloir questionner pour savoir si un candidat qui s'identifie est bien présent par son identifiant, donc dans le champ inscrit identifiant. De même, notez la présence de la table liste table. C'est celle qui énumère tous les questionnaires, celle que nous allons devoir charger dans la liste déroulante pour que le candidat puisse choisir parmi l'un d'entre eux afin de pouvoir débuter son évaluation. Au clic sur le bouton OK, nous devons d'abord nous assurer de la validité de l'identifiant tapé. Et pour cela, nous devons donc questionner la table MSI inscrit, celle des inscrits, de la base Access à l'aide d'une requête SQL avec une clause where sur l'identifiant précisément. Si la requête retourne un résultat, ça veut dire qu'il a été trouvé, alors nous pouvons charger la liste déroulante des thèmes pour amorcer une évaluation. Je vous propose dans un premier temps et comme toujours de basculer dans l'éditeur de code VBA Excel à l'aide par exemple du raccourci clavier Alt F11 ou encore par le ruban de développeur. Souvenez-vous, si nous tentons de déployer l'arborescence de notre projet, il est protégé, un mot de passe, le quadruple A est requis, 4 fois la lettre A pour enfin accéder à nos éléments protégés et si nous déployons l'affichage du dossier feuille, comme vous le savez, nous y notons la présence de nos 2 formulaires. Souvenez-vous d'une notion importante pour pouvoir piloter les objets de base de données, une référence est nécessaire, elle est déjà ajoutée, Microsoft Office Access Database Engine, soit le moteur de base de données, cette librairie que nous instancions pour hériter des propriétés et méthodes permettant de manipuler les enregistrements d'une base de données. Nous devons commencer par créer une procédure capable de charger la liste déroulante des thèmes qui sont proposés dans la base de données et plus précisément dans la table liste table. Cette liste déroulante, c'est celle-ci qui se nomme sujet. Donc, si l'identification réussit, une fois encore, elle doit être appelée par la procédure du clic sur le bouton OK. Donc, pour pouvoir créer cette procédure, je vous propose de basculer dans l'éditeur de code de notre formulaire. Nous y retrouvons les travaux précédents qui nous avaient permis notamment de gérer et générer ces petites animations. Il s'agit maintenant de pouvoir procéder à l'identification d'un candidat en vérifiant l'identifiant saisi. Mais dans un premier temps, comme nous l'avons dit, je vous propose donc de créer la procédure permettant de charger la liste déroulante que nous appellerons une fois que nous aurons la certitude que le candidat existe bien. Private sub, charger liste donc, private tout simplement pour qu'il s'agisse d'une procédure appartenant simplement à ce contexte de code, donc à ce formulaire. Private sub charger liste, c'est ainsi que nous la nommons, donc c'est une procédure, pas de paramètres requis ici. Il s'agit dans un premier temps et comme toujours de déclarer les variables nécessaires. Pour récupérer les différents thèmes des évaluations, nous avons besoin de nous connecter à notre base de données. Comme nous l'avons fait dans la formation précédente, nous commençons par déclarer une variable que nous nommons chemin BD, que nous déclarons comme un string, soit une chaîne de caractères, tout simplement parce que pour piloter une base de données, il faut pouvoir y accéder par son chemin d'accès complet que nous allons stocker dans cette variable. Et puis, nous avons besoin de variables permettant de manipuler les éléments d'une base de données, les tables, les requêtes, etc.
Et donc, nous déclarons un objet que nous nommons ENR et que nous typons comme un record set, c'est-à-dire un objet manipulant les enregistrements d'une base de données. Une fois encore, cette déclaration est possible du fait de la référence à la librairie externe que nous avons ajoutée, permettant d'instancier cette classe et donc d'hériter des propriétés méthodes pour manipuler les objets de base de données. Les enregistrements, c'est une chose, mais de quelle base? Donc nous avons besoin d'un objet base que nous appelons donc base et que nous déclarons comme un objet de base de données, donc que nous typons comme un database. Ce sont des notions que nous avons abordées à maintes reprises ensemble, notamment en VBA Access, mais pas seulement, en VBA Excel aussi, pour piloter des bases distantes. Il s'agit de récupérer dans un premier temps le chemin d'accès complet à la base de données. Souvenez-vous, VBA Excel propose un objet fort utile qui se nomme ThisWorkbook, qui regorge de propriétés et méthodes, mais l'une d'entre elles ici nous intéresse particulièrement, la propriété path, qui littéralement renvoie le chemin d'accès complet jusqu'au classeur en cours. Et comme vous le savez, le classeur et la base de données sont au même endroit, si bien que nous connaissons l'adresse à laquelle il faut concaténer le nom de la base de données que nous allons prendre soin de prélever directement depuis l'explorateur Windows pour nous assurer de ne pas commettre d'erreur dans la saisie. Faut-il encore ne pas oublier un anti-slash pour simuler l'entrée dans le dossier? Et puis, nous concaténons donc avec le nom de la base de données. À ce stade, nous sommes censés connaître la base de données, son chemin complet, celle que nous souhaitons attaquer. Par mesure de sécurité, souvenez-vous, notre liste déroulante, notre zone de liste déroulante se nomme sujet. Nous allons commencer par la purger si des fois il y a eu plusieurs fois un rafraîchissement d'effectuer sur le formulaire méthode clear d'un objet zone de liste déroulante d'un formulaire. Et puis, il faut instancier cette fameuse classe pour hériter des propriétés et méthodes permettant de prendre possession de cette base de données. Et pour ça, il faut utiliser le mot-clé set pour notre objet base qui va donc instancier cette classe. Comme vous le savez, nous utilisons notre objet DBEngine avec sa méthode OpenDatabase qui requiert un paramètre. Ce paramètre est le nom de la base de données ou plutôt son chemin d'accès complet et dès lors, grâce à cette méthode associée à cet objet, notre objet base hérite des propriétés et méthodes nécessaires pour manipuler cette base de données. De fait, et pour preuve, dans l'enchaînement, nous pouvons initialiser notre objet ENR pour les enregistrements en faisant appel à notre objet base qui désormais est reconnu en tant que tel et propose, comme vous le constatez, toutes les propriétés et méthodes permettant de manipuler ces enregistrements. Pour preuve, méthode OpenRecordSet, ouvrir les enregistrements d'une table par exemple, mais pas forcément. Il peut s'agir d'une table particulière par le biais d'une syntaxe SQL, ce que nous allons précisément faire. Pour l'instant, j'inscris les doubles cotes pour pouvoir finaliser l'ensemble des éléments requis dans l'implémentation de ma méthode DB OpenDynaset. Il s'agit de l'attribut, comme vous le savez, qui permet d'indiquer que nous accédons aux informations d'une base de données de façon dynamique pour pouvoir en manipuler les enregistrements. Il s'agit de récupérer l'ensemble des enregistrements de la table liste table. C'est une requête classique, select donc requête SQL étoile. Tant qu'à faire, il n'y a qu'un champ de toute façon, donc nous n'avons pas l'embarras du choix. Select étoile from list table, c'est le nom de cette table dans cette base de données Access qui énumère l'ensemble des questionnaires. Sauf que pour plus d'ergonomie, de simplicité à la lecture, nous souhaitons les énumérer dans un ordre alphabétique et comme le propose la syntaxe des requêtes SQL, la clause order by sur un champ précis, en l'occurrence ce champ est le champ questionnaire, nous l'avons vu quand nous avons ouvert cette table, permet d'ordonner un tri croissant avant de restituer les informations. Logiquement, nous devrions trouver effectivement des thèmes énumérés, mais rien n'empêche d'ajouter un petit test permettant de nous assurer que nous n'avons pas fait le chemin pour rien, grâce, souvenez-vous, à la méthode, à la propriété, autant pour moi, c'est une propriété, qui renvoie une information, record count de l'objet ENR, c'est-à-dire le nombre d'enregistrements qui sont restitués par cette fameuse requête SQL pilotée par l'objet
ENR. Eh bien, si ce résultat est supérieur à 0, c'est que vraisemblablement il y a bien des thèmes. S'il y a des thèmes, c'est que nous pouvons les charger. De fait, nous allons nous positionner grâce à la méthode moveFirst de l'objet ENR, donc record7 sur le premier enregistrement, donc moveFirst, et puis nous souhaitons parcourir chacun d'entre eux jusqu'au dernier pour pouvoir tour à tour les restituer dans la liste déroulante et dans l'ordre où ils apparaissent, c'est-à-dire trié croissant. C'est pourquoi, et ça aussi, ce sont des techniques de code que nous avons exploitées ensemble à maintes reprises. Nous allons créer une boucle do loop qui permet de s'exécuter tant qu'un critère est vrai grâce à l'instruction until jusqu'au dernier enregistrement. Souvenez-vous, notre objet record7 propose une propriété EOF qui littéralement signifie end of file. En l'occurrence, il s'agit ici de la fin des enregistrements, égale true. Ce critère littéralement signifie quoi? Eh bien, que nous allons boucler tant que le dernier enregistrement n'est pas atteint. Do loop until ENR end of file égale true. Eh bien, à chaque passage, donc, nous devons récupérer l'enregistrement en cours de lecture, c'est-à-dire le nom du questionnaire, pour l'inclure dans la liste déroulante qui se nomme sujet. Et là aussi, souvenez-vous, cette liste déroulante propose une méthode addItem qui, comme son nom l'indique, permet d'ajouter un élément dans la liste à la suite. Donc, cet élément, il faut le préciser en argument, donc, après un espace. Eh bien, il s'agit de l'information de champ pour cet enregistrement en cours de lecture, ENR donc pour notre objet record7, qui propose la propriété fields pour accéder à un champ spécifique qu'il faut désigner en paramètre, et ce champ est le champ questionnaire tel que nous l'avons d'ailleurs nommé dans le tri ordonné par la clause order by value nécessaire, car nous souhaitons accéder à une propriété particulière, c'est le contenu de ce champ pour l'enregistrement en cours de lecture. Et pour nous assurer de bien passer à chaque fois sur l'enregistrement suivant, une fois que nous avons prélevé l'information en cours, nous exploitons la méthode moveNext de notre objet record7 de manière à placer le pointeur de lecture sur l'enregistrement qui suit, en effet. Et je m'aperçois que j'avais oublié de borner mon instruction if une fois n'est pas coutume. Alors c'est sujet à erreur quand on n'y pense pas tout de suite, donc je le fais maintenant. À ce stade, si effectivement notre connexion par le biais de notre requête select se passe correctement et que nous avons réussi à parcourir l'ensemble des enregistrements et à charger la liste déroulante, nous devrions donc avoir une liste proposant tous les thèmes pour démarrer une évaluation. Si bien que, avant de pouvoir tester ce code, et comme toujours, comme vous le savez, toute connexion ouverte doit être fermée pour libérer les ressources. Donc, dans l'ordre, nous exploitons la méthode close de nos objets respectifs ENR et base. Et puis, nous allons les décharger de la mémoire en les réaffectant à nothing, c'est-à-dire en les vidant complètement de la sorte. Cette ENR égale nothing et cette base égale nothing. Suite à cela, forcément, puisque notre liste déroulante a été correctement chargée, eh bien, nous pouvons la rendre accessible, disponible, car je vous rappelle que par défaut, l'ensemble de ces contrôles est indisponible, désactivé. Les animations se jouent, le bouton OK se rend disponible, ainsi que le lien, et puis il faut que, effectivement, le test soit valide sur l'identifiant pour que la liste soit libérée, pour que l'utilisateur puisse choisir un thème. Une fois que c'est fait, le bouton démarrer sera à son tour libéré. De retour dans notre code, donc, nous avons normalement chargé notre liste déroulante, mais il s'agit à ce stade d'une procédure isolée. Ça veut dire que nous devons l'appeler depuis notre procédure de validation, et plus spécifiquement ici, lorsque nous cliquons sur le bouton OK. Procédure valider clic, c'est-à-dire au clic sur le bouton valider dont l'intitulé est OK, vous constatez la présence d'un code, ce code qui se charge simplement de réaliser un petit effet d'animation sur la liste déroulante qu'il s'agit de dérouler pour choisir un thème. Et donc nous allons ajouter les déclarations nécessaires puisque je vous rappelle qu'ici nous devons nous assurer de la présence de l'identifiant
pour vérifier que le candidat existe bien. Donc, premièrement, nous ajoutons les déclarations de variables nécessaires, en commençant par exemple par une variable que nous nommons l'id et que nous déclarons comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères pour l'identifiant tout simplement du candidat. Nous avons besoin de nouveau d'une variable chemin BD, car il nous faut accéder de nouveau aux informations de cette base de données, puisqu'il faut vérifier la présence de cet identifiant. Nous avons aussi besoin, encore une fois, des objets de base de données. Nous allons répliquer exactement les mêmes déclarations, comme ça nous serons plus cohérents, et puis finalement il s'agit de répliquer. Et ensuite, nous allons tout simplement procéder à l'initialisation de certaines de nos variables, comme par exemple l'id pour l'identifiant. Donc tant qu'à faire, avant le code qui se charge de déclencher les animations sur la liste déroulante sujet. L'idée donc, nous devons mémoriser l'identifiant tapé par l'utilisateur qui se trouve dans la zone de saisie identifiant, propriété value pour accéder à son contenu, propriété value ou texte. C'est à vous de voir, les deux produisent exactement le même résultat. Et ainsi donc nous stockons l'information utile pour pouvoir questionner la base de données, la table de la base de données, par le biais d'une requête SQL. Premier petit test qui est impératif, savoir si l'identifiant tapé au moment où l'utilisateur clique sur le bouton OK, l'identifiant est bien renseigné. Si l'identifiant est vide, si l'id vaut guillemets, à ce moment-là, tout simplement, je vais d'abord prendre soin de borner mon instruction conditionnelle. Nous devons l'en informer et lui dire que, il ne pourra tenter une évaluation que lorsqu'il sera identifié réellement. Donc, un message clair, vous devez saisir votre identifiant de connexion. Et puis, comme effectivement, nous n'allons pas accéder à la base de données étant donné qu'il n'y a aucun identifiant à vérifier, nous mettons fin à la procédure de code par l'instruction exit sub de manière à ne pas réaliser des traitements pour rien. Dans la foulée donc, il s'agit effectivement, là encore, de pouvoir initialiser nos objets de base de données, et tant qu'à faire, je vous propose de répliquer des instructions que nous venons de coder. Il faut bien penser à les adapter correctement. En l'occurrence, ici, nous n'avons pas besoin de notre liste déroulante de sujets. En revanche, nous devons accéder à notre base de données qui est toujours reconnue par strictement le même chemin d'accès. Nous devons instancier la classe permettant d'hériter des propriétés et méthodes pour manipuler la base de données désignée par ce même chemin d'accès. Jusque-là, tout va bien, sauf que ensuite la requête SQL forcément change, puisque l'objectif désormais consiste à pouvoir récupérer les informations de la table MSI inscrit, mais sur l'identifiant tapé par le candidat pour savoir s'il existe. Donc nous allons effectuer un select étoile, tant qu'à faire nous récupérons tous les champs, ça ne pose aucun souci, de la table qui n'est plus liste table, mais qui se nomme MSI inscrit. Donc nous la nommons par son nom telle qu'elle est répertoriée dans la base de données. Et surtout, nous ne pouvons pas nous arrêter là, il n'y a pas de tri à réaliser ici, car une clause where va nous permettre à elle seule de savoir si cet identifiant existe bien, en d'autres termes, si le candidat est déjà inscrit. Where inscrit identifiant, c'est le nom du champ dans lequel sont mémorisés tous les identifiants. Where inscrit identifiant, je vérifie au passage que je n'ai pas fait d'erreur de saisie, est égal à une partie variable, l'identifiant reconnu sous le nom de variable, l'id. Ça veut dire que nous allons devoir concaténer cette information, mais c'est une information textuelle, et comme vous le savez, nous devons l'encadrer de cote. Or, nous sommes déjà dans une syntaxe à double cote. Donc avant de fermer cette double cote ici que nous laissons, nous ajoutons une simple cote pour justement encadrer cette information, touche 4 du clavier, et puis après la double cote, par concaténation, touche 1 du clavier, nous allons faire la correspondance avec l'identifiant du candidat et commercial de nouveau pour terminer notre syntaxe SQL tout simplement parce que nous ajoutons une double cote pour pouvoir inscrire une simple cote qui permet d'encadrer cette information variable, et pour terminer la syntaxe SQL, de nouveau, une double cote. En accès dynamique, db open dynaset. L'objectif, une fois encore, est de savoir si le nombre d'enregistrements
n'est pas 0. En d'autres termes, s'il vaut 1. S'il vaut 0, ça veut dire tout simplement que l'identifiant n'est pas trouvé. Je vous rappelle la syntaxe SQL. On sélectionne toutes les informations de la table MSI inscrit pour lesquelles l'identifiant est égal à l'identifiant tapé par le candidat. Si la requête SQL ne retourne aucun enregistrement, ça veut dire qu'elle n'a pas trouvé de correspondance et donc que l'identifiant n'existe pas et donc que le candidat n'est pas reconnu. If, donc, eh bien, même technique que précédemment, propriété record count de notre objet record7, est-ce que le résultat retourné, pardonnez-moi, j'ai enfoncé une mauvaise touche si bien que eh bien, j'ai basculé sur une ligne inférieure. Donc ifenr.recordCount égale 0, ça veut dire que le candidat n'existe pas. À ce moment-là, bien sûr, alors je vais tout d'abord taper les bornes car il faut traiter les deux possibilités. Donc, eh bien, nous allons en informer notre candidat. Cet identifiant n'est pas reconnu, par exemple, veuillez vous inscrire. À vous de voir les informations qui vous semblent les plus utiles. Cet identifiant n'est pas reconnu, veuillez vous inscrire par exemple. Comme ceci. Au moins l'information est suffisamment claire. Cette fois-ci, en revanche, nous n'allons pas exploiter un exit sub. Pourquoi? Parce que nous avons ouvert nos connexions. Nous avons exploité nos objets de base de données. Donc, nous allons terminer le processus jusqu'à la fin, de manière à pouvoir les fermer les connexions dans tous les cas et vider ces objets de base de données. Un exit sub mettrait fin à notre traitement en laissant les connexions ouvertes. Dans le cas contraire, eh bien, nous allons nous positionner sur cet enregistrement grâce, comme précédemment, à sa méthode moveFirst de notre objet record7, ça veut dire qu'on est directement sur l'enregistrement concordant. Il s'agit maintenant de restituer ces données dans une feuille qui va permettre de les mémoriser pour que, à l'issue de l'évaluation, nous puissions les récolter afin d'inscrire les résultats du candidat en base de données. Vous voyez que cette feuille se nomme session et que dans différentes cellules, respectivement C4, C5, C6, C7 et C8, nous devons y inscrire donc l'identifiant en C4, et puis en ce qui concerne les données que nous sommes en train de réceptionner, en C7 et en C8, nous devons y inscrire le nom et le prénom. Donc, en connaissance de cause, de retour dans notre code, maintenant que nous sommes positionnés sur l'enregistrement résultant, nous pointons sur la feuille session grâce à notre objet VBA Sheets, à laquelle eh bien, nous désignons en paramètre avec laquelle nous désignons en paramètre le nom de cette feuille, session en l'occurrence, pour pouvoir pointer sur une cellule précise grâce à notre objet range, plage de cellules, mais à défaut, si nous ne mentionnons qu'une seule référence à l'intérieur, eh bien ce n'est qu'une seule cellule, et en l'occurrence, comme nous l'avions dit, en C4, nous devons y inscrire l'information de l'identifiant ainsi récolté. Notre objet ENR, alors point value, autant pour moi, pour accéder à son contenu, je vais aller trop vite, est égal pour la correspondance ou l'affectation. Notre objet ENR record7 propose donc une propriété fields pour accéder à un champ particulier à désigner en argument. Ce champ, c'est inscrit identifiant. Alors je fais attention de ne pas commettre de faute de frappe. Point value, là encore, pour pouvoir accéder au contenu de ce champ pour cet enregistrement. Et comme je vous le disais, il s'agit ensuite d'inscrire ces informations respectivement en C4 et en C8, mais pour le nom et le prénom. Nous l'avions vu en préambule de cette formation, tous les champs sont préfixés du nom inscrit suivi d'un underscore, et ensuite inscrit nom, inscrit prénom, etc. Faut-il encore ne pas commettre de faute de frappe? J'espère ne pas en avoir commis, parce que sinon des erreurs de code vont être générées. Alors, lorsque nous sortons effectivement de ce traitement, donc dans un cas comme dans l'autre, comme je vous le disais, puisque nous sommes censés, dans le cas où l'identification est un succès, avoir récolté des informations, fermer les connexions comme toujours pour libérer les ressources. Donc méthode close de notre objet record7, il en va de même pour notre objet de base de données et dans la foulée, comme nous l'avions fait précédemment d'ailleurs, j'aurais tout simplement pu répliquer ces lignes de code, nous vidons ces objets de la mémoire afin de coder propre et de libérer les ressources. Alors, en lieu et place d'un CTRL V, j'ai fait un CTRL C, si bien que j'ai dû refaire la manipulation.
Et donc, puisque nous avons terminé notre identification, c'est seulement à ce stade que nous devons procéder au chargement de la liste déroulante. Nous pouvons donc appeler notre procédure charger liste, qui va se permettre de questionner la base de données, c'est le code que nous avons développé précédemment, pour récupérer tous les questionnaires proposés aux candidats. À ce stade, si nous effectuons une petite compilation pour nous assurer, vous voyez qu'une erreur surgit, quelle est-elle? Et vous voyez que je pensais l'avoir nommée chargée liste, mais en fait il n'en est rien, elle se nomme charge liste. Il est toujours important de vérifier les noms d'objets tels que nous les avons déclarés, et notre instruction option explicite que nous avions pris soin d'inscrire en en-tête de code nous a permis justement d'intercepter cette erreur. La suite du code est celle que nous avions bien conçue lors de la formation précédente. Et elle consiste à gérer ces petites animations. On clique sur le bouton OK. Nous devrions normalement constater désormais que lorsque nous exécutons notre formulaire, les contrôles se rendent bien sûr disponibles une fois que les animations sont terminées. Nous tapons un identifiant qui peut-être est valide, et lorsque nous avons fini de cliquer sur le bouton OK, alors je m'aperçois que effectivement ici vous voyez que ma liste déroulante n'a pas été rendue disponible. Donc nous allons revenir dans notre code VBA. C'est un petit oubli de ma part, donc ce n'est pas très grave. Petit souci donc que nous allons vite pallier. De retour dans notre code, bien de toute façon, hein, dans la procédure charge liste, en effet, je m'aperçois que c'est une omission de ma part, bien entendu. Une fois que la liste déroulante a fini de charger son contenu, eh bien elle doit se rendre disponible. C'est la propriété enabled que nous avions présentée lors de la formation précédente, qui est booléenne, et qui basculée à true, permet tout simplement de rendre actif le contrôle. Nous enregistrons donc les modifications. Cette procédure est correctement appelée à validation au clic sur le bouton OK, et puis nous redémarrons la simulation, nous exécutons notre formulaire, nous attendons que voilà, les animations se terminent, nous tapons un identifiant valide, j'en ai un en tête, que je vais valider donc par OK. Cette fois-ci la liste déroulante est bien disponible, et vous constatez qu'avec succès, nous avons effectivement réussi à charger, qui plus est dans l'ordre alphabétique, l'ensemble des questionnaires qui sont issus de cette table de base de données, si bien que, dans la foulée, l'utilisateur, le candidat, n'aura plus qu'à choisir l'un de ces thèmes, et donc idéalement, le bouton démarrer doit se rendre disponible pour que le test puisse ainsi débuter. Donc, il s'agit effectivement de réaliser certains de ces traitements avant de passer la main à d'autres formations, mais nous n'en avons pas fini pour l'instant. Il faut que, effectivement, au changement détecté dans cette liste déroulante, tiens, au fait, qu'en est-il si l'identifiant n'est pas reconnu? Puisque là, en l'occurrence, nous avons bien constaté que la requête SQL avait fonctionné dans la mesure où l'identifiant ayant été reconnu, eh bien, nous avions eu accès à la liste des thèmes, et vous constatez que cette fois-ci, nous sommes bloqués par un message: cet identifiant n'est pas reconnu, veuillez vous inscrire. Et donc, effectivement, on a bien la liste des thèmes, hein, il n'y a pas de souci, mais donc on bloquera l'accès derrière, puisque rien n'empêche, hein, dans le déroulé de notre code, pour l'instant, de charger la liste des thèmes. Mais on empêchera effectivement à l'utilisateur de pouvoir débuter une partie. Effectivement, donc, si nous revenons dans notre code VBA Excel, c'est-à-dire notre procédure valide et clic, je vous rappelle ici que dans tous les cas, nous appelons notre procédure charger liste. Il faudrait, tiens, on pourrait le faire à la volée, pourquoi pas, déclarer, si nous souhaitons plutôt traiter cette coquille en amont, une variable booléenne, test par exemple, que nous allons initialiser à false, indicateur, permettant tout simplement de savoir que le candidat n'est pas reconnu, et si et seulement si cet indicateur est basculé à true, à ce moment-là, il aura le droit de sélectionner ces thèmes pour pouvoir démarrer une évaluation. Et donc, cette variable doit être basculée à true lorsqu'effectivement l'identification est un succès par le biais de la requête SQL, test égale true, mais pas dans les autres cas. Dans tous les autres cas, elle vaudra bien false. Et de fait, grâce à une instruction conditionnelle ici très simple, si test égale true, à ce moment-là,
eh bien on va charger la liste déroulante den, charger liste. Et là, on peut tester. On va refaire d'ailleurs les deux simulations, pourquoi pas. Dans un premier temps, volontairement, je vais taper un identifiant qui n'est pas reconnu. Je clique sur le bouton OK, effectivement j'ai bien le message d'erreur. Et puis, vous constatez que la liste déroulante n'est pas déverrouillée, tout simplement parce que la liste n'est pas chargée, parce qu'elle n'est pas appelée, parce que l'identifiant n'est pas reconnu. Cette fois-ci, je tape un identifiant qui est bien inscrit en base de données, je clique sur le bouton OK, vous voyez que l'issue est complètement différente puisque le candidat étant reconnu grâce à cette petite modification. Donc, eh bien, nous avons accès désormais à l'ensemble des thèmes pour pouvoir procéder à l'évaluation. Nous retournons donc dans notre code VBA et comme je vous le disais, il s'agit dans un premier temps de pouvoir rendre disponible ce bouton démarrer de manière à débuter l'évaluation. Et puis, nous allons continuer à enrichir les informations de session dans la feuille session puisque nous saurons désormais quel est le thème choisi par le candidat, donc en cellule C5. Il s'agit de pouvoir inscrire ces informations qui seront précieuses à l'issue pour pouvoir ensuite inscrire les résultats du candidat en base de données pour dire qu'il a passé ce test sur Excel par exemple, etc. etc. Au passage, de petite information, il s'agit d'anciens questionnaires en ce qui concerne l'informatique notamment. Je vous propose donc, depuis le formulaire connexion, de double-cliquer sur notre liste déroulante sujet, ce qui a pour effet de générer sa procédure événementielle sujet change, donc un code qui va se déclencher lorsqu'un changement de choix est détecté dans cette liste déroulante. En d'autres termes, lorsque le candidat choisit un thème. Il faut donc inscrire ces informations, cette information, dans la feuille session. Nous exploitons de nouveau notre objet Sheets pour pouvoir pointer sur la feuille session que nous passons en paramètres et atteindre notre cellule C5 grâce à notre objet range, donc nous la désignons elle aussi en paramètres. C'est son contenu que nous souhaitons affecter, donc propriété value, affecté à quoi? Eh bien au choix de l'utilisateur dans la liste déroulante qui se nomme sujet. Sujet propose elle aussi une propriété value pour désigner son contenu actif, celui qui est sélectionné, et ainsi nous devrions pouvoir faire la correspondance. Et dans la foulée, donc, eh bien, nous rendons disponible notre bouton démarrer, comme précédemment, propriété enable qui est booléenne et que nous basculons à true. Qu'en est-il si nous refaisons une petite simulation, nous exécutons notre formulaire, nous tapons un identifiant qui est reconnu, existant, nous validons par OK, et nous constatons effectivement que la liste déroulante est bien libérée. Nous choisissons anglais niveau 1. Notre bouton démarrer, comme vous le remarquez, est de nouveau et désormais actif. Et comme nous avions la feuille session qui était active puisque nous l'avions affichée, eh bien constatez que ça c'est précisément l'identifiant que j'ai tapé. Donc il s'agit de feuilles qu'il faudra masquer à l'issue. C'est bien le thème anglais niveau 1. Cette date n'est pas encore à jour parce que nous n'avons pas cliqué sur le bouton démarrer. Et puis ça, ce sont les informations du candidat telles qu'elles sont archivées en base de données. Donc de fil en aiguille, nous sommes en effet en train de tout simplement progresser dans la construction de notre application d'évaluation. Nous devons nous soucier désormais du bouton démarrer. Il faut que générer la première question et archiver les données. Il y a une feuille qui est prévue à cet effet là aussi. Il s'agit de la feuille mémoire, comme vous le constatez, qui va permettre de suivre à la trace l'ensemble des questions qui sont passées par un candidat au fil d'une évaluation complète avec la mémoire de toutes les bonnes réponses pour pouvoir faire justement la correspondance. Donc il s'agit désormais effectivement de pouvoir développer notre bouton démarrer pour réceptionner la première question avec ces 4 propositions. Première question, oui, certes, mais aléatoire, car d'un test à un autre, nous ne devons pas proposer les mêmes questions tant qu'à faire. Comme toujours, nous allons déclarer les variables nécessaires au traitement et tant qu'à faire, je vais récupérer des instructions existantes en les adaptant. Pourquoi? Parce qu'il y a des variables qui sont strictement identiques. Nous avons bien besoin de notre variable chemin BD pour pouvoir désigner la base de données complète. Et nous avons besoin d'un objet record7 ainsi que d'un objet database. Et puis, nous avons besoin d'une variable que nous nommons requête et que nous typons comme un string, puisqu'il va s'agir de réaliser effectivement
des requêtes, quoique nous pourrions effectivement l'écrire à la volée dans notre méthode OpenRecord. Écoutez, nous verrons à la volée. Tout cela n'est pas bien grave, ce n'est pas cette instruction qui va emprunter beaucoup de ressources. Désormais, nous avons cliqué sur le bouton démarrer, nous connaissons la date à inscrire dans la feuille session comme je vous le disais. Cette information doit apparaître désormais en cellule C6. Eh bien, c'est le premier traitement que nous pouvons enclencher grâce à notre objet Sheets. Eh bien, nous désignons comme précédemment notre feuille session en paramètres pour pointer grâce à l'objet range sur notre cellule C6. Nous souhaitons affecter son contenu, c'est donc la propriété value qui nous intéresse, et son contenu doit être affecté à la date du jour, et c'est tout simplement la fonction VBA date qui permet de renvoyer cette information. Vous voyez que c'est très simple. Ensuite, il s'agit, et là je vais m'empresser de récupérer des fragments de code que nous avons déjà développés ensemble, sans omettre bien sûr de les adapter. En ce qui concerne notre variable chemin BD, il n'y a aucun souci puisque c'est toujours la même base de données reconnue par le même chemin d'accès sur laquelle nous pointons. Par anticipation, nous allons ici ajouter une petite instruction en commentaire. Donc elle passe en vert. Nous appelons une procédure qui n'existe pas encore et qui s'appelle purger, que nous allons concevoir dans les formations suivantes, qui va consister tout simplement sur cette feuille mémoire à purger les traces des précédentes évaluations pour un précédent candidat, puisqu'il faut repartir de zéro, mais nous n'en sommes pas là. Comme nous débutons effectivement notre évaluation, eh bien, il faut maintenant masquer notre formulaire pour pointer sur la feuille évaluation. Donc, notre formulaire se nomme connexion, sa méthode hide pour le masquer en effet, et puis dans la foulée, comme je vous le disais, grâce à notre objet sheets, alors je vais prélever un petit bout de code ici, c'est la méthode select qui permet d'activer une feuille reconnue par son nom passé en paramètres, et pour ne pas prendre de risque encore une fois, je vais prélever son nom, cette feuille évaluation qui propose la structure du QCM, peut-être que la police serait à changer pour que ce soit un peu moins disgracieux d'ailleurs. Méthode select donc. On masque le formulaire et on active la feuille évaluation, c'est ici que nous devons restituer la première question avec ces 4 propositions. Dans la foulée donc, effectivement, eh bien, nous instancions la classe permettant d'hériter des propriétés méthodes comme toujours pour notre objet database et ensuite pour notre objet record7 manipuler les enregistrements. Nous devons adapter notre syntaxe SQL puisqu'il s'agit ici de générer une question ou plutôt un enregistrement aléatoire, seulement un parmi tous les enregistrements d'une table qui est variable. Cette table dépend du choix de l'utilisateur dans la liste déroulante de sujets. Pour ne récupérer qu'un seul enregistrement en syntaxe SQL, je vous rappelle, top 1, top 10 pour les 10 premiers, top 20, c'est à vous de voir, donc top 1, nous n'en récupérons qu'un. Étoile, eh bien tout simplement pour récupérer toutes les informations de champ pour cet enregistrement. À partir de la table, et c'est là qu'effectivement nous devons concaténer ces informations avec une variable que nous allons disposer entre crochets, tout simplement parce que vous l'avez sans doute constaté, certains noms de tables proposent des espaces, ce qui serait sujet à erreur potentielle. Le fait de les encadrer entre crochets dans la syntaxe SQL, eh bien, consiste à tout simplement les délimiter pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et comme il s'agit effectivement de concaténer avec une partie variable, nous terminons, ou plutôt nous réalisons une rupture dans notre syntaxe avec la double cote, nous concaténons avec le et commercial, puisque ici le nom de la table est connu par la liste déroulante, sujet.value comme vous le savez, c'est-à-dire tout simplement le thème qui est actif, qui est sélectionné par le candidat dans la liste déroulante. Je vous rappelle que nous avons simplement masqué notre formulaire et que nous ne l'avons pas fermé. Et c'est ici que nous devons générer aléatoirement cette question. Donc je vais supprimer la fin de cette syntaxe. Pour l'instant, nous sélectionnons seulement le premier enregistrement et pour cet enregistrement tous les champs à partir de la table qui est explicitement désignée dans la liste déroulante sujet. Et là, nous allons utiliser la clause order by car judicieusement associée à la fonction
RND, elle permet tout simplement de générer aléatoirement un enregistrement parmi ceux qui sont recensés dans la table à laquelle nous sommes en train d'accéder. RND, c'est une fonction SQL à laquelle nous avons besoin de passer le nom du champ sur lequel nous souhaitons cette génération aléatoire. Nous choisissons la clé primaire. Il se nomme, c'est un peu particulier, c'est une ancienne base de données, numéro n avec un petit degré. Et surtout, n'oublions pas de terminer cette syntaxe SQL en fermant la double cote, cela va de soi. Donc, après la parenthèse, qui est ici la parenthèse de la fonction RND. Il faut être très méticuleux dans la syntaxe SQL, la moindre erreur forcément conduite à un échec. Logiquement, donc, nous sélectionnons bien aléatoirement un enregistrement parmi tous les autres du questionnaire ainsi désigné grâce à la fonction RND enclenchée par la clause order by. L'objectif est de pouvoir tester toujours, comme toujours, si le retour proposé par cette requête produit bien un résultat. Et comme vous le savez, notre objet record7 propose cette fameuse propriété recordCount. Si elle est bien supérieure à 0, nous le savons désormais, cela signifie que il y a bien un enregistrement, puisque là en l'occurrence nous en choisissons un seul. Nous allons donc nous positionner dessus, méthode moveFirst, pour pouvoir récupérer l'ensemble de ces informations et les inscrire dans la feuille mémoire, dans les cellules respectives. Alors c'est très simple, vous voyez dans la feuille mémoire par exemple, l'identifiant de la question doit intervenir en cellule B5, et puis dans l'ordre après, la question elle-même en C5, les 4 choix en D5, E5, F5, G5, et enfin la bonne réponse en G5. Et une fois que nous aurons effectivement pu retranscrire ces informations, nous pourrons les exploiter. Nous devons donc pointer sur la feuille mémoire, comme toujours grâce à notre objet Sheets, puisque nous ne sommes pas sur une feuille en particulier, à l'origine nous sommes sur un formulaire, peu importe la feuille qui est active par défaut. Donc la feuille mémoire que nous lui passons en paramètre, et dans un premier temps, comme toujours, grâce à l'objet range, nous pointons sur la cellule B5 que nous lui passons en paramètre, nous accédons à son contenu grâce à sa propriété value pour pouvoir l'affecter de quoi? Du numéro de la question d'enregistrement, la clé primaire. Eh bien c'est encore une fois, comme toujours, la propriété fields de notre objet record7 avec le nom du champ qui lui est passé donc en paramètre. Vous pourrez le vérifier dans la table, ce sont les noms de champs tels que je les connais, donc de ces tables que j'ai manipulées à maintes reprises. Il s'agit ensuite de reproduire ce code pour l'ensemble des autres informations. Sur la feuille mémoire, il y a donc la cellule C5, il y a la cellule D5, il y a la cellule E5 dans l'enchaînement, la F5, la G5 avions-nous dit, et puis c'est tout d'ailleurs. Et donc, il s'agit ensuite de pouvoir les affecter aux bonnes valeurs. Et là, nous allons faire quelque chose d'assez particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous récupérons bien les informations de champ. Alors, en ce qui concerne la question qui intervient en cellule C5, il s'agit du champ question. C'est ainsi qu'il est reconnu dans la base de données. Et puis ensuite, il s'agit respectivement des champs choix 1, puis choix 2, puis choix 3, etc. Donc jusqu'au dernier, choix 4. Alors, en même temps que je commente, j'essaye de vérifier que je ne commets aucune erreur, par exemple en supprimant par mégarde une double cote, ce qui serait inopportun pour le déroulement et les tests à venir. Donc, dans les cellules, effectivement, après la question D5E, 5F, 5 et G5, nous inscrivons les 4 propositions possibles, comme ceci. Donc, alors nous sommes bien en G5, il nous en manque un, puisqu'il nous manque la bonne réponse, avant d'arriver à la spécificité dont je vous parlais, puisque ensuite en cellule H5, c'est-à-dire la toute dernière du tableau, nous souhaitons inscrire l'information de la bonne réponse qui est reconnue sous le nom de champ qui s'appelle réponse avec un S. La petite spécificité consiste effectivement à ajouter ces informations dans ces différents champs, mais préfixées d'une apostrophe. Nous ouvrons une double cote avec la touche 3 du clavier, nous tapons une simple cote avec la touche 4 du clavier, nous fermons la double cote avec la touche 3 du clavier et nous concaténons l'ensemble. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, dans le questionnaire Excel, il y a des questions ou des choix de réponse qui commencent par le symbole égal.
Et comme vous le savez, dans Excel, quand nous commençons par le symbole égal, Excel cherche à interpréter la formule. Et forcément, il ne s'agit pas d'une formule. Et pour qu'Excel n'interprète pas ces valeurs, même si effectivement ces propositions seront rarissimes, eh bien nous préfixons ces symboles, comme le plus ou le égal, d'une apostrophe, si bien qu'Excel dit OK, eh bien je vais restituer l'information telle que tu me la donnes. Et donc, par mesure de sécurité, nous allons reproduire exactement le même processus pour les 4 propositions, parce que par exemple, questions sur des formules pourraient très bien demander ce que la syntaxe est la suivante, égale ceci, égale cela, etc., etc. À ce stade, donc, effectivement, puisque nous avons généré la première question aléatoire, nous sommes susceptibles d'avoir eh bien, retranscrit ces informations dans la feuille mémoire, en lieu et place, c'est-à-dire dans les cellules qui étaient prévues à cet effet. Le travail est donc fait. Je vous rappelle que nous appelons une procédure qui n'existe pas encore, donc nous l'avons mise en commentaire. Comme toujours, hein, nous devons libérer nos objets de base de données. Alors, pour ne pas avoir à refaire ce qui est déjà fait, je me permets une fois encore de prélever des fragments de code que nous avons conçus ensemble. Donc, méthode close de nos objets record set et base de données pour pouvoir fermer les connexions. Et puis ensuite, nous les vidons tout simplement de la mémoire et nous allons même prendre soin de préparer le terrain pour les formations à venir. Nous allons appeler une procédure qui n'existe pas encore, départ, que nous passons donc en commentaire. Elle se chargera, elle, de récupérer ces informations pour les restituer sur la feuille évaluation. Donc, il s'agit de pouvoir tester si, à ce stade, effectivement, nous sommes en mesure au moins de générer la première question et ces 4 propositions. Petite simulation, nous exécutons notre formulaire, il faut pouvoir s'identifier, sinon nous n'avons pas le droit de participer comme nous l'avons vu. Nous tapons donc un identifiant valide que nous validons par le bouton OK. Dès lors, la liste des thèmes nous est proposée. Nous choisissons par exemple anglais niveau 1. Nous cliquons sur le bouton démarrer. Le fait que nous soyons revenus dans l'éditeur de code, n'ayez crainte, hein, c'est tout à fait normal. C'est tout simplement parce que nous sommes partis de l'éditeur de code. Si nous avions fait une vraie simulation en démarrant, en ouvrant le classeur Excel, comme le formulaire est actif par défaut, il aurait rendu la main sur la feuille et non dans l'éditeur. Donc, nous basculons dans notre feuille mémoire et nous constatons en effet que c'est bien une question d'anglais qui est inscrite jusqu'à la bonne réponse en colonne H, donc cellule H5, pour le questionnaire que nous avons choisi. D'ailleurs, si des fois nous en avions des doutes, eh bien nous pourrions effectuer une autre simulation. Ça veut dire que nous exécutons de nouveau notre formulaire, nous nous authentifions, nous validons effectivement, et puis nous choisissons un autre thème, comme par exemple Microsoft Excel, celui justement qui est sujet à erreur potentielle du fait de ces symboles égales. Et là, nous revenons sur notre feuille mémoire et vous constatez effectivement que la première question a bien changé, elle a été générée aléatoirement. C'est d'ailleurs la 7e selon l'identifiant qui lui est associé, en lieu et place du questionnaire précédent, celui de l'anglais. Ça, ce sont les traces d'anciennes évaluations qui ne sont pas encore purgées car notre procédure purgée n'existe pas encore. Voilà en tout cas pour cette formation qui consistait à valider l'identification ou l'authentification d'un candidat pour pouvoir lui ouvrir l'accès à une évaluation et récolter les premières informations générées aléatoirement. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.